Vous nous avez sélectionné 5 études et livres, absolument, comme c'est la règle chaque été, voilà, pour notre lecture d'été. On commence par l'Allemagne et l'Union européenne dans la concurrence mondiale entre les États-Unis et la Chine. Quelles sont les options d'action de l'Allemagne dans et pour l'Union européenne? C'est un travail collectif que vient de publier la Fondation Konrad Adenauer, liée, comme son nom l'indique, aux chrétiens démocrates allemands. Les voies possibles entre les deux puissances mondiales antagonistes pour ne se laisser distancer ni par l'une ni par l'autre, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine. Yann Czernicki et ses collègues balaient très large. C'est très instructif, économie, commerce, climat, innovation, marché financier, technologie. Et on est ici dans de la théorie, mais ils établissent vraiment point par point toute une architecture pour l'autonomie européenne. La politique commerciale allemande ne se conçoit plus que dans le cadre de l'Union européenne. La politique climatique également, face aux deux plus gros émetteurs de CO2 au monde que sont les Chinois et les Américains. La politique de soutien à l'innovation technologique est là aussi pensée comme une alternative à la surpuissance américaine et chinoise, dans laquelle l'Allemagne doit agir par et au sein de l'Union européenne. On a ici toute une conception tout à fait assumée de ce qu'un pouvoir européen pourrait avoir comme capacité à organiser les relations internationales, avec, cela va de soi, dans cette perspective, un rôle moteur pour l'Allemagne en tant que numéro 1. Alors, vous nous dressez le portrait ensuite, Benahouda, de la nouvelle gauche latino-américaine. Oui, c'est un concept. C'est la revue trimestrielle argentine Nueva Sociedad, Nouvelle Société, qui publie ce numéro pour ses 50 ans. Elle considère que le progressisme latino-américain est entré dans une seconde phase qu'il ne va pas falloir rater cette fois. On assiste à des alternances marquantes actuellement en Amérique latine. Ouais. On l'a vu récemment en Colombie, potentiellement au Brésil à l'automne. José Natanson avance cette notion de nouvelle gauche avec ses subdivisions pour établir une différence avec le cycle au pouvoir des années 2000. Et là aussi, même si on est dans des options idéologiques qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir avec le précédent document, celui de la Fondation Konrad Adenauer, ce travail est pensé comme une possibilité pour un bloc, en l'occurrence l'Amérique latine, de tirer profit de l'antagonisme grandissant entre les États-Unis et la Chine et à équidistance. On a l'impression que l'Europe et l'Amérique latine voient le monde de la même manière. Et il y a l'approche américaine que Nueva Sociedad combat de longue date, mais il y a aussi la description d'une Chine qui avance par ses investissements, par ses constructions d'infrastructures, par ses échanges matières premières contre marchandises, à la différence près, écrit José Natanson, que les Chinois, eux, ne requièrent pas la conversion au maoïsme au moment de mettre en place un swap pour couvrir un crédit. Pour l'auteur, le risque à présent est celui de la mélancolie, écrit-il. Si la nouvelle gauche veut espérer réussir, elle doit coordonner ses tribus, je cite, pour offrir un programme de réforme socio-économique à l'échelle de ce sous-continent, de ce continent qu'est l'Amérique latine. Allez, après l'Europe, après l'Amérique latine, vous vous emmenez en Chine, Benahouda, avec ce travail « Pouvoir intégré, État chinois et développement économique ». C'est un livre que met en exergue un journaliste chinois de l'agence officielle Xinhua, qui s'appelle Zicheng Wang, et qui tient, alors... il faut le signaler, une lettre en ligne, personnelle, particulièrement instructive sur la Chine contemporaine. Ça s'appelle Pekingnology. Il publie là de larges extraits d'un livre d'un professeur de l'école d'économie de Fudan, l'université de Shanghai, l'un des établissements les plus prestigieux de Chine. Il s'appelle Lao Xiaohuan. On a ici une analyse très poussée de l'action intérieure de la puissance publique chinoise dans la mise en œuvre de ses orientations à travers le pays et puis dans les effets que cela induit. La fiscalité et l'utilisation des recettes budgétaires montrent une concurrence extrêmement féroce entre les collectivités locales, entre les provinces, entre les villes pour déclencher les projets. Cela peut sembler contradictoire avec la perception de cette unité absolue de pouvoir en Chine, mais c'est cette compétition interne féroce qui a conduit à un extraordinaire rattrapage industriel en 3 décennies dans ce pays. Puis la dépense budgétaire, on voit aussi, s'est déplacée du soutien massif, permanent à la production vers le financement des services publics. On apprend dans ce livre qu'en 2018, si vous cumulez social, culture et éducation, vous êtes à 40% des budgets locaux de dépenses. On apprend aussi beaucoup de l'évolution de la gestion du foncier en Chine, qui avait sombré dans le chaos, je cite, à la fin des années 90, début des années 2000, et que le pays, on le voit encore maintenant, ne parvient toujours pas à juguler.
Autre étude, Benahouda, casser la banque, le contrôle militaire de l'économie au Soudan. C4ADS, c'est une organisation américaine qui a publié cet essai sur la manière dont l'armée soudanaise et les forces de sécurité intérieure ont bâti un monopole économique stupéfiant dans ce pays. Les auteurs ont minutieusement identifié 408 entités contrôlées par les chefs de l'appareil de sécurité, du secteur bancaire à l'agroalimentaire, en passant par l'exclusivité sur les importations de médicaments. Le coup d'État d'octobre 2021 leur a permis en très peu de temps de resserrer leur contrôle sur l'activité économique et d'évincer le secteur privé, défaire en fait ce qu'a lancé le gouvernement de transition à l'issue de la révolution de 2019, qui a renversé le général Omar al-Bashir. Et on voit que les entreprises hors du champ militaire, d'après ce document, sont à présent méthodiquement asphyxiées. C'est très instructif à lire, encore une fois, sur une économie mise en coupe réglée. Allez, et on termine par une petite visite du Café Riche, un œil sur l'Égypte. Alors il s'agit d'un livre d'été repéré dans le journal égyptien Al-Ahram. Il est écrit par Maysoun Sakhr, qui est une émirati qui a procédé à une compilation d'archives tout à fait extraordinaire sur ce Café Riche, qui est emblématique vraiment de la ville du Caire. Il se trouve non loin de la place Tahrir, qui est la place la plus emblématique de la capitale égyptienne. Ce café a été ouvert en 1908 par un ancien officier autrichien, et il a traversé les révolutions de 1919, de 1952, de 2011. On y voit comment il a été un lieu de convergence du militantisme égyptien et de ses soubresauts à travers l'histoire contemporaine, et comment aussi cet établissement a changé dans sa propre configuration lorsqu'à la fin des années 1990, la salle a été cloisonnée pour coller au temps, aux mœurs qui ont évolué en Égypte. À présent, il n'y a plus qu'une certaine nostalgie patrimoniale dans ce Café Riche qui fut jadis cette fenêtre ouverte sur la nation égyptienne.